Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour la review de l'épisode 15 de Bleach Thousand Year Blood War, dispo évidemment tous les samedis à 17h sur Disney+, et pour le coup j'ai pas trouvé cet épisode exceptionnel et je vais vous dire pourquoi. Mais avant je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like si vous voulez m'aider à booster la visibilité de cette vidéo, et aussi à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines. Allez, on commence avec cette scène inédite qui met en scène les Sternritter et Yugram qui transmet les ordres de sa majesté à ses compères. J'ai trouvé cette scène très cool parce qu'elle apporte de nouvelles interactions entre les Sternritter et c'est un truc qui manque cruellement au manga. En plus l'apparition du titre était plutôt stylée et clairement moi je valide ce petit rajout qui est un très bon moyen de commencer l'épisode. Et qui permet aussi de montrer que les Quincy ont l'intention de briser les Shinigami en leur faisant perdre tout espoir. Normalement Yugram fait part de cet objectif un peu après quand il discute avec Kyoraku, du coup là il le répète 2 fois dans l'épisode mais bon c'est un détail. On enchaîne après avec la scène du Kitake qui pour le coup est comme dans le manga. Certains s'attendaient à des rajouts pour foreshadow des événements futurs mais c'est pas le cas. On le voit juste de dos dans sa maison de campagne en dehors du Seireitei et y a pas grand chose à dire de plus. C'est après que l'épisode se lance vraiment avec différents match-ups qui se mettent en place et les explications sur les ombres Quincy. En gros, après avoir perdu la guerre il y a 1000 ans, ils se sont cachés au sein même du Seireitei, en créant une sorte de dimension parallèle indétectable et dans laquelle ils ont amassé de la puissance pendant un millénaire. C'est pour ça qu'ils font les fous et qu'ils sont aussi sûrs d'eux. Et l'effet de surprise provoqué par cette seconde invasion leur donne un gros avantage car personne ne pouvait se douter qu'ils étaient au sein du Seireitei depuis le début. Mais bon, ça reste pas clair. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un truc que j'ai toujours trouvé bizarre. Parce que je veux bien qu'ils nous sortent un pouvoir des ombres de nulle part à la limite, mais j'aimerais bien savoir comment ils ont réussi à mettre tout ça en place sans se faire prendre. Il y a beaucoup de questions là-dessus si on y réfléchit, et plus j'y pense, plus je me dis que ce sera jamais expliqué. Mais ça m'a toujours paru dur à croire que les Shinigami aient pu laisser tout ça arriver. Enfin bref, on a donc ces fameuses discussions croisées entre Yugram et Kyoraku d'un côté, et Mayuri et Askin de l'autre. Ce qui nous amène évidemment au meilleur moment de l'épisode, l'apparition divine de Mayuri et Nemu et leur tenue solaire. Ce passage sublime le manga et la tête de Mayuri qui pop de nulle part, ça m'a fumé. Les effets de 3D sur le costume rendent bien aussi et je suis globalement content de cette scène, qui se conclut par la fuite d'Askin qui ne pouvait que se chier dessus devant tant de charisme. Mais sérieusement, ça peut sembler étonnant comme caractère, surtout comparé aux autres Stern qui semblent tous être des malades mentaux violents. Genre là, le mec se barre et Mayuri le laisse se barrer, c'est ça qui est magnifique. Les deux personnages semblent donc avoir quelques points communs, mais on n'en dira pas plus. Si vous avez pas lu le manga, je vous laisse imaginer si leurs routes se recroiseront ou non. Mais moi de mon côté, je suis très pressé de revoir Askin. Par contre, si on parle du dialogue Yugram, Kyoraku et Nanao, niveau imagerie, je l'ai pas trouvé dingue. Il y avait des plans bizarres et en plus il y a encore un moment gigastatique d'au moins 10 secondes qui fait vraiment cheap. Mais bon, globalement, c'est loin d'être le moment le plus important, donc on va pas se casser la tête là-dessus. Et avant de parler des 2 combats mis en scène dans cet épisode, faut que je parle de la scène d'Omaeda qui m'a bien déçu. Genre je trouve qu'ils l'ont adapté de façon bien trop rapide, et au final on perd un peu l'essence de la scène. Il y a moins de dialogue, Omaeda sort même pas son Zanpakuto comme dans le manga, et il y a même pas les éléments comiques qu'on retrouve normalement quand il se fait interroger par BG9. Alors oui, on voit l'essentiel, en tant que soldat du Gotei il reste digne, alors que si c'était vraiment un Quar, il aurait pu chercher à fuir avec sa sœur direct. Mais c'est bien mieux dans le manga, où on voit aussi qu'il a une confiance aveugle en Soifon. Donc ouais, un peu déçu sur ça, le seul truc bien c'est le sort de Mareyo qui est différent. Dans le manga elle se fait littéralement empaler, et bon honnêtement ça sert à rien. Ça apporte rien du tout et je trouve bien mieux qu'Omaeda encaisse le coup. Pour moi ça a bien plus de sens. Bon évidemment j'ai vu pas mal de gens se plaindre de ça sur Twitter, mais bon, j'ai envie de dire que c'est Twitter, donc les avis désastreux c'est un peu leur oxygène. On dirait qu'ils peuvent pas respirer sans en poster 38 par jour, et ça même dans la commu Bleach, qui est relativement de niche. Mais parlons plutôt des bagarres, parce qu'évidemment Soifon arrive pour sauver la mise à son vice-capitaine. Et bon franchement, le Mukyu Shunko, encore une déception. C'était cheap de ouf, moins de dialogue, il y avait même pas de vrai bruitage pour son attaque et ça manquait vraiment d'impact. En plus le choix du violet pour le Shunko de Soifon, je comprends pas. Le vert aurait eu plus de sens je trouve, mais encore une fois on voit qu'ils veulent pas mettre la max sur ces passages, qui sont presque anecdotiques comparé à ce qui arrive après, et ça peut se comprendre. Par contre, quand Soifon se fait exploser par BG9, là le moment était cool. C'était rapide mais il m'a foutu la pression. J'ai eu une vibe en mode 100 000 guerriers de métal. C'était le meilleur moment de l'épisode pour moi en termes de combat d'ailleurs, parce que bon, Hitsugaya et Matsumoto contre Basby c'était pas mal mais loin d'être ouf. Il y a des transitions que j'ai trouvées un peu bizarres, et il y a moins d'explications sur la fameuse glace creuse qui semble absolument inutile, alors que dans le manga c'était déjà de la grosse merde mais bon on y croyait un peu plus. Puis Hitsugaya il a beau avoir 160 techniques différentes, ça sert à rien. À chaque fois qu'il en sort une, elle dure 2 secondes et l'ennemi se libère après, ça me fume. Bon, le but ici c'est de nous faire comprendre que ces fameux Sternritter là, sans Bankai ça va pas être possible de se les taper. On voit clairement qu'ils sont très forts et que ce sont des ennemis dangereux, même s'ils se valent pas tous évidemment, ça c'est logique. Ensuite Basby, j'apprécie beaucoup sa version animée. C'est un perso dynamique et qui en fait toujours des caisses et c'est bien représenté ici.
Ces burner fingers sont aussi plutôt bien réalisés, les effets de flammes sont cool je trouve et ça fait énormément de plaisir de voir ce perso emblématique en action. Par contre, faut avouer que le Burning Stomp c'était pas incroyable visuellement et je m'attendais à un peu plus. Mais en tout cas, Hitsugaya se fait bien laver, et Tsangdu arrive à la fin pour prendre la place de Basby car c'est lui qui avait volé le Bankai d'Hitsugaya à la base. Mais la suite ce sera pour plus tard et en attendant l'épisode se termine sur le meilleur perso de Bleach, qui reçoit un appel inopiné de la part de Kisuke, son ancien supérieur, qui aurait trouvé un moyen de récupérer les Bankai volés par les Quincy. Et j'ai bien aimé la réaction de Mayuri, genre on voit bien sur son visage qu'il est à la fois surpris et dégoûté, ça me tue. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai dit, l'épisode en lui-même avait rien d'exceptionnel et certaines scènes m'ont semblé un peu décevantes comparées au manga. Mais maintenant, faut parler des vrais bails et de la scène post-générique inédite, qui nous en montre un peu plus sur l'entraînement d'Ichigo. Notre héros traverse une voie spéciale au bout de laquelle se trouve un tori, ces fameuses arches qu'on trouve à l'entrée des sanctuaires japonais. Mais cette voie semble très longue et il galère car une force mystérieuse semble peser sur lui. À côté de ça, on a Ichibei en voix off qui donne un peu plus de contexte en disant en gros que ceux qui ne sont pas dignes d'être des réceptacles succomberont sur cette voie et ne trouveront pas d'issue. Alors pour le moment, tout n'est pas 100% clair. Mais est-ce que par réceptacle, il voudrait pas dire remplaçant potentiel du roi des esprits ? Parce qu'on sait qu'Ichigo aurait pu remplacer le roi des esprits. Et ça, on l'apprend d'Ichibei qui confie ça à Kuraku dans les romans. D'après lui, si Ichigo avait perdu contre Yua, il aurait été obligé de sceller son corps pour qu'il fasse office de nouveau roi des esprits, afin de contrecarrer les plans de l'empereur Quincy. Mais la plus grosse dinguerie arrive à la toute fin, alors qu'Ichibei dévoile le nom d'Irazu Sando. On savait, grâce à Tite Kubo, que cette partie de l'anime allait nous révéler le nom du roi des esprits. Mais est-ce qu'il s'agit bien de cela ? Ce nom d'Irazu Sando fait-il référence au roi ou est-ce autre chose ? Bah on peut pas le garantir pour l'instant, mais on peut soulever quelques pistes d'informations en essayant de traduire ce nom qui pourrait dévoiler des choses intéressantes. Après attention, prenez ça avec des pincettes car c'est juste moi qui tente d'apporter un sens à ce nom avec mes maigres connaissances en japonais. Surtout que je me suis pas attardé là-dessus outre mesure. D'après ce que j'ai vu, Irazu peut signifier des dizaines de choses, y compris le mot rester, genre rester en place, au même endroit. Et comme vous le savez, le roi des esprits est condamné à rester éternellement au Ryoku, scellé dans son cristal depuis les événements du péché originel racontés dans les romans. Ensuite, le terme Sando peut faire référence à la route qu'on emprunte pour se rendre à un sanctuaire, une route qui se conclut généralement par un tori. Mais ça peut aussi évoquer le fait de visiter un sanctuaire tout simplement. Et justement, tout ça est clairement en lien avec ce qu'est en train de faire Ichigo, vu qu'il arpente une route qui mène vers un tori. Si on assemble le tout, le nom d'Irazu Sando pourrait donc signifier quelque chose du genre celui qui reste sur la voie du sanctuaire. En d'autres termes, quelqu'un qui aurait réussi l'épreuve à laquelle est confronté Ichigo et qui serait apte à devenir roi des esprits. Voilà mon interprétation de tout ça, maintenant reste à savoir si je m'invente une vie ou s'il y a du vrai là-dedans, et ça on aura la réponse sous peu avec les prochains épisodes qui je l'espère apporteront encore plus de scènes inédites. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir un épisode potentiellement dingue, et à mon avis, il se réserve sur le début pour ensuite nous proposer des épisodes monstrueux, et qui feront honneur aux combats les plus dantesques de cet arc. En tout cas, moi j'ai confiance, et tous ces rajouts en lien avec Ichigo et le roi des esprits font très plaisir, parce qu'il faut le dire, dans le manga, ces deux personnages sont problématiques. Ichigo, on en a souvent parlé. C'est vrai que des fois, il fait office de figurant durant cet arc, et c'est clairement dommage, même si on se rattrape un peu sur la fin. Un des trucs que je reproche le plus, c'est qu'on le voit pas assez combattre, et on a parfois du mal à se rendre compte de la puissance qu'il a obtenue après son entraînement. Sans parler de ce fameux moment avec Askin que j'évoque à chaque fois et qui me fout la mort. Franchement, c'est peut-être la planche qui m'énerve le plus de tout le manga. Ichigo, qui est censé être devenu l'être le plus puissant, se fait coucher par un Stern Ritter hors champ. Sérieux, c'est du foutage de gueule. Je comprends vraiment pas cette idée. Je veux bien qu'on cherche à nous montrer qu'Askin est très puissant, mais si c'est aux dépens d'un Ichigo post-entraînement qui a encore rien montré, je trouve le choix vraiment pas ouf. Et pour le roi des esprits, ben c'est pire. D'après moi, c'est un des points les moins bien traités du manga. On apprend quasiment rien sur lui, sur ses origines, et le perso semble servir à que dalle alors que c'est quand même le pilier qui soutient les mondes de Bleach. Puis en plus, son histoire permet de comprendre plein de choses sur l'univers et ses personnages. Des choses qu'on ne pouvait pas deviner juste avec le manga. Le roi des esprits a vraiment un rôle central et on peut considérer qu'énormément de choses découlent de lui et de sa volonté. Donc voir ce genre de scène rajoutée, ça fait plaisir. Parce qu'évidemment, Tite Kubo est conscient de ses problèmes et travaille à fond sur l'anime pour combler les lacunes du manga. Ça veut pas dire que tout sera parfait et qu'on trouvera des réponses pour tout, mais le roi des esprits c'est une des priorités selon moi, car ses origines sont seulement racontées dans les romans, qui apportent en plus un vrai épilogue à l'histoire, donc j'espère que tous ces éléments seront injectés à l'anime en plus des autres scènes inédites, car ça permettrait vraiment de réhabiliter la fin de l'œuvre qui souffre de nombreux problèmes. Et vu comment débute cette partie 2, je me fais pas de soucis. Je suis sûr qu'ils nous ont préparé du très lourd pour étoffer un peu tout ça, et j'ai trop hâte de découvrir les prochains épisodes et la façon dont ils vont mettre en scène les différents affrontements. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'annonce explosif. Mais pour ce qui est de cet épisode, on va finir avec la note, qui est de 7 étoiles sur 10 pour ma part. Un épisode pas exceptionnel, je le redis, mais la scène post-crédit fait vraiment la différence et me hype de ouf. Et c'est tout ce que j'ai en stock pour cette review, qui je l'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour pas rater la suite, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la review de l'épisode 16, qui à mon avis va se terminer sur le reveal du Bankai ultime de Komamura. Faites vos jeux en commentaire si vous voulez, on verra qui a raison ou pas, mais en attendant, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.